Bonjour à tous. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Vinciane du Shift Project et Laurent qui est directeur de la conférence des grandes écoles et au passage quand même directeur des arts et métiers pour discuter ensemble des défis de la transition bien sûr, mais des enjeux de formation, comment ça se passe dans les écoles, de quoi on a besoin et quel est le lien bien sûr côté entreprise. Alors peut-être pour commencer, planter un peu le décor en termes d'enjeux de formation sur la transition écologique. Vinciane, est-ce que tu saurais nous dire ce que le Shift a proposé et a raconté sur le sujet? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je parle un petit peu plus fort, c'est ça? Bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, au Shift Project, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur les sujets d'enseignement supérieur et en fait de formation aux enjeux écologiques. Et on a travaillé dans les dernières années, notamment sur les formations d'ingénieurs et sur les formations en gestion et en finance. Qu'est-ce qu'on entend par enjeu écologique? Pour commencer, globalement, on pose le fait qu'on a besoin, que les futurs diplômés dans ces disciplines ont besoin d'avoir un certain nombre de connaissances sur ce qu'on appelle les contraintes physiques. Donc les enjeux liés au changement climatique, à la biodiversité, mais aussi à l'épuisement des ressources, qu'elles soient énergétiques ou non énergétiques. Et donc les diplômés doivent avoir une base de connaissances sur ces enjeux-là pour bien comprendre ce dont on parle. Quand on parle de transition, en fait, à quel problème on veut répondre. Pour ça, il faut absolument avoir une bonne compréhension de ces enjeux-là, et puis de ce que ça implique en termes, quelles en sont les causes et les conséquences économiques, sociales, etc. Donc il y a tous ces éléments qui sont importants. Et puis il s'agit pas seulement de former pour avoir des connaissances, mais aussi pour avoir des compétences. Comment je vais, en tant que futur citoyen, citoyenne, professionnelle, intégrer ces connaissances-là dans ma vie professionnelle, que ce soit pour un marketeur, que ce soit pour un ingénieur, un consultant en stratégie. Comment je vais faire pour faire évoluer mon métier, mes pratiques, à l'aune de ces enjeux-là. Et globalement, je vais peut-être en rester là pour le moment, mais globalement, il s'agit de dire qu'il faut absolument avoir une formation, que les formations actuelles intègrent ces enjeux-là, aussi bien avec des cours dédiés pour comprendre vraiment les enjeux, qu'avec une intégration, en fait, une révision de tous les cours, en l'occurrence dans les cursus d'ingénieur, de gestion, de finance, mais en fait, ça pourrait s'appliquer à énormément de disciplines différentes dans le supérieur. Donc une révision de tous les cours pour vraiment intégrer dans les fondamentaux de ces cours-là les enjeux écologiques. Laurent, est-ce que cette urgence, tu la ressens aussi? Oui. Alors, on est confronté effectivement au besoin d'adapter nos formations à ces enjeux. On s'appuie. Alors, moi, à la conférence des grandes écoles, je représente à la fois des écoles d'ingénieurs, mais aussi des écoles de commerce, de management, des écoles de design, des écoles de la défense et Sciences Po. Donc, c'est très, très vaste comme thème. Tout le monde est confronté à la même problématique, à savoir transformer nos formations, mais tout en gardant quand même nos fondamentaux. Parce qu'effectivement, sur le champ de l'ingénierie que je connais bien, s'attaquer à des questions telles que c'est décrit par le Shift Project, utiliser des nouveaux matériaux, utiliser des nouvelles énergies, être plus économe, être plus frugal, piéger le carbone, c'est des problématiques d'ingénierie qui sont de très haut vol, donc il faut quand même garder ces fondamentaux. Et c'est la même chose dans le champ du commerce. Et puis d'intégrer ces nouvelles compétences dans un temps de formation qui reste quand même assez limité. Donc ce qu'on essaye de faire un petit peu tous, c'est effectivement de rajouter un petit peu d'éléments de formation sur les sujets qui nous sont amenés là, mais surtout, comme elle l'a dit, il faut qu'on transforme ça en compétences. Donc nous, on travaille beaucoup à transformer nos applications pour intégrer ces nouvelles contraintes qui deviennent des contraintes de cahier des charges, de cas pratiques dans nos activités. Donc on est vraiment tiraillé entre conserver notre formation sur nos métiers de base et gérer le temps qui nous est imparti pour rajouter ces nouvelles contraintes. Et donc j'imagine que ça c'est dans toutes les écoles que tu mentionnais. Quel est le lien du coup qui se fait côté entreprise? Parce qu'une fois qu'on s'est formé là-dessus, est-ce qu'on peut l'appliquer directement en entreprise? Est-ce que vous avez des relations entre les élèves et des projets aussi en entreprise? Comment ça se traduit? Alors justement, comme l'endroit où on agit beaucoup, c'est sur la partie cas pratique, pour ne pas rester simplement dans la théorie. Aujourd'hui, on a l'habitude, moi j'ai l'habitude de dire, il y a beaucoup de gens qui disent qu'est-ce qu'il faut faire en matière de transition. Maintenant, il faut passer à l'action. Alors, un salon comme ça, c'est plein de gens qui passent à l'action. Et donc, effectivement, un des éléments de coopération, c'est justement ces cas pratiques qu'on travaille. Donc, on a besoin
de retour d'entreprises industrielles, d'entreprises de tout type sur quels sont leurs enjeux et quels sont les cas pratiques qu'elles ont à traiter. Parce que si on veut, des gens comme moi, on est des profs, la crédibilité d'un prof vis-à-vis de jeunes d'une vingtaine d'années, c'est pas forcément le top. Donc si on peut avoir des cas d'études qui sont issus d'entreprises, c'est vraiment le mieux pour nous pour accélérer les choses. Donc on a ce premier élément-là, et puis après le deuxième, c'est les stages ou les alternances, pour qu'effectivement nos étudiants se rendent compte que ces cas pratiques qu'on fait, ces enjeux, c'est des choses qui sont déjà dans les entreprises. Parce qu'on lutte quand même contre une idée un peu reçue que telle entreprise ou telle entreprise a fait du greenwashing et qu'elle ne s'est pas vraiment attaquée au problème. Donc l'aspect temps passé dans l'entreprise est un temps important pour aller se rendre compte que les entreprises sont déjà dans l'action et qu'elles ont besoin de nouvelles compétences pour aller plus vite. Là-dessus, Vinciane, entre les opportunités côté entreprise et ce dont on a besoin en termes de formation. Je rejoins absolument Laurent sur l'importance de proposer des contenus pédagogiques, en fait, de proposer des problématiques qui se posent sur la transformation des entreprises, sur leur décarbonation, sur leur transition, de les proposer en cas pratique aux étudiants. C'est souvent un retour que nous font, alors là, pas des étudiants, mais des enseignants-chercheurs dans le domaine de la gestion, en fait, qui sont en demande aussi de cas pratiques, qui voudraient enseigner différents modèles, d'autres manières de penser, de concevoir les stratégies d'entreprise, mais qui ne trouvent pas des cas d'études. Or, en gestion, on s'appuie beaucoup dans l'enseignement sur des cas d'études. Donc il y a cet élément-là qui est en effet extrêmement important. Et puis voilà, qui peut aussi aller qui peut aller dans les deux sens, qui peut nourrir les réflexions des entreprises sur ces sujets-là. Il y a aussi, donc voilà, ça c'est sur les contenus de formation. Il y a un élément aussi sur la recherche. Il y a des entreprises qui participent à financer ou à cofinancer des chaires de recherche sur ces enjeux-là, sur par exemple la comptabilité multicapitaux, sur d'autres, des nouvelles manières en l'occurrence de manager une entreprise. Donc il y a ces composantes-là sur la formation, vraiment les contenus pédagogiques et la recherche. Et puis il y a un élément qui est important qui rejoint encore une fois ce que disait Laurent, qui est de donner à voir les besoins qu'on a en tant qu'entreprise d'être formé à ces enjeux-là. Parce que on a parlé brièvement de l'importance en fait d'avoir des étudiants et des futures générations d'étudiants qui soient formés par exemple à transformer les entreprises, qui ait acquis des compétences, des connaissances et puis un esprit critique et puis qui ait pris connaissance de nouveaux modèles de gestion. Donc on a ces besoins-là et pour autant actuellement même s'il y a des évolutions dans les formations, on n'en est pas. On est encore assez loin d'une formation de tous les étudiants à ces enjeux-là. En fait, on en est en réalité très loin. Il y a des choses vraiment qui se passent qui sont très intéressantes. Il y a eu des mobilisations étudiantes dont se sont saisis un certain nombre d'établissements, d'enseignants-chercheurs qui ont soit fait évoluer des cours, soit créé de nouveaux cours. Mais ça reste des dynamiques qui sont encore minoritaires. Pour autant, il y a une forte prise de conscience des enseignants-chercheurs. Et donc, pardon, je finis ce point, mais pour moi, c'est vraiment important de donner à voir les besoins des entreprises parce que parfois, c'est un blocage, en effet, de dire, en fait, est-ce que nos étudiants vont avoir un métier, un travail, un poste si on les forme à ces sujets-là ? Et comment on fait pour faire remonter ces compétences ? Il y a un enjeu de déjà les identifier, en fait. Et ça, c'est quelque chose on a travaillé aussi sur les besoins d'emploi et de compétences. Au Shift Project, on travaille sur les besoins d'emploi et de compétences pour mener la décarbonation, pour rendre l'économie plus résiliente. Et souvent, les entreprises ou les secteurs, les branches professionnelles ont une vision trop limitée en fait, de leurs besoins en compétences. Donc il y a cet enjeu-là aussi de mener des choses pour la transition, identifier les besoins en compétences et puis, par exemple, dans les CA d'établissement, par exemple avec les entreprises de son territoire, faire état auprès des formateurs, auprès, entre autres, de l'enseignement supérieur, de ces besoins-là en compétences. Là-dessus, Laurent, la mobilisation étudiante, j'imagine que tu as dû peut-être le voir dans certaines des écoles. Est-ce que c'est effectivement en lien avec les compétences qui sont recherchées derrière ? Est-ce qu'il y a un lien qui se crée déjà ou est-ce qu'il y a encore à faire ? Il y a beaucoup à faire. Alors, on a effectivement un petit lot d'étudiants très engagés. On les a appelés les bifurqueurs. Voilà. On a toujours eu des lots d'étudiants qui parlent plus fort que les autres.
On a aussi des jeunes qui ne pensent pas du tout à ces sujets-là, mais on a quand même une grosse masse d'étudiants qui sont engagés et qui veulent faire. Donc, je me focalise sur cela, qui trouvent effectivement que les choses n'avancent pas assez vite. Une des raisons, c'est, comme ça a été dit, c'est notre corps enseignant. Nos enseignants, ils se retrouvent dans des arènes avec des jeunes qui veulent que ça bouge, et eux, ils doivent amener des cas pratiques. S'il y a un manque de réalisme dans le cas pratique, c'est pas forcément qu'ils n'ont pas envie de faire, c'est que ce contexte de formation, c'est une mise en danger permanente. Et plus ils ont d'éléments qui viennent de l'entreprise pour asseoir ce qu'ils sont en train de faire, plus ils peuvent être crédibles vis-à-vis de ces enseignants et plus ils peuvent être vis-à-vis de ces étudiants et plus ils veulent être efficaces. Donc globalement, c'est pareil, le corps enseignant de nos écoles, il est représentatif de la société. J'ai l'habitude de le dire, oui, il y a des climato-sceptiques chez nos enseignants. Et il y en a aussi chez les étudiants. Mais on ne va pas s'occuper de cela, quoi. Voilà. Donc, on a une grosse masse d'enseignants qui veulent faire et qui veulent bien faire et qui ont besoin d'être nourris de problématiques de l'entreprise pour bien faire leur travail. Alors, une fois qu'on a commencé à avoir cette transition dans les formations, comment est-ce que les entreprises peuvent se rendre compte que c'est bon, si je cherche quelqu'un qui a une compétence pour m'aider dans ma transition, c'est bon, je vais pouvoir la trouver dans telle ou telle école. Comment se rendre compte, parce que tu disais, Vinciane, déjà les entreprises ne sont pas complètement sûres de quelles sont toutes les compétences dont elles ont besoin, mais ensuite, comment s'y retrouver parmi les écoles en fonction des différentes formations proposées? Alors, c'est assez compliqué parce qu'il y a effectivement une offre de formation dans l'enseignement supérieur, que ce soit dans les écoles ou à l'université, qui est extrêmement vaste. On a souvent tendance à chercher la perle rare, c'est-à-dire le jeune qui sait tout faire. Sur ces sujets-là, il faut vraiment travailler sur la coopération. Je prends juste un exemple. On parle beaucoup de low-tech en ce moment. Les low-tech, c'est pas simplement dégrader la technologie, hein, c'est repenser les usages, c'est repenser les marchés, c'est repenser la façon les circuits de pièces détachées, la commercialisation. Et ça, il faut des ingénieurs, il faut des gestionnaires, il faut des managers, il faut des designers. Et moi, je ne vais pas être capable de donner toutes ces compétences-là à mes ingénieurs. Donc, il y a déjà l'idée de se dire, il faut que les entreprises, elles ne misent pas sur une personne, mais sur un collectif. On n'oublie pas non plus que dans le collectif, il n'y a pas que les jeunes qui arrivent, hein, qui sont, on en reparlera après, hein, il n'y a pas que les jeunes qui arrivent, qui sont capables de transformer les choses. Il y a toute une population de salariés qui a aussi envie de faire, c'est les mêmes. Donc, le mieux, c'est quand même de se tourner vers les écoles, de se tourner vers les universités. Il y a vraiment des gens qui ont un rôle central dans cet échange, c'est les collectivités locales, les agglomérations, les villes, les départements, les régions se sont beaucoup investis pour mettre une dynamique de collaboration entre les entreprises et les écoles. Le monde des entreprises, quand on passe sur des PME, c'est très atomisé. Le monde de la formation, c'est très atomisé aussi. Intéressons-nous tous à ce que peuvent faire les collectivités pour nous rassembler, y compris sur des territoires moins denses. Cette notion du coup d'écosystème, dans les travaux du Shift, est-ce qu'on se retrouve aussi avec les mêmes acteurs? Est-ce qu'il y en a qui sont peut-être plus prééminents pour faire avancer la formation sur la transition? Alors, je ne sais pas si on prend le problème exactement dans ce sens-là. En tout cas, c'est sûr que tous les acteurs de l'écosystème... En fait, je ne sais pas si on a vraiment travaillé sur les écosystèmes locaux, mais par contre, en effet, on a des recommandations adressées à tous les acteurs de l'écosystème de l'enseignement supérieur pour faire évoluer la formation. Évidemment, les établissements d'enseignement supérieur et toutes les personnes qui les habitent, que ce soit du côté des enseignants, des personnes administratives, des étudiants. Et puis, il y a aussi... le cadre qui est donné par... Enfin, évidemment, les entreprises, on vient d'en parler, mais il y a aussi une chose qui est très importante, c'est le cadre donné par l'État. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer, qui devraient évoluer prochainement au niveau institutionnel, avec un cadre qui commence à être posé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour intégrer les enjeux écologiques dans toutes les formations de Bac+2. Donc voilà, il y a ces cadres institutionnels-là qui évoluent. Il y a des enjeux de classement, d'accréditation qui vont être très importants pour les établissements. Et donc voilà, il y a toute une série d'acteurs, des associations académiques, donc il y a toute une série d'acteurs en effet qui rentrent dans cette... qui cadrent la formation et en l'occurrence la formation supérieure. Et qui font que ça progresse et que donc ça risque d'évoluer, et j'imagine, Laurent, tu le ressens déjà. Qui font que ça progresse ou parfois que ça bloque aussi. Par exemple, le fait que les classements prennent très peu en compte ces enjeux-là, ça limite l'action. En tout cas, c'est
c'est une désincitation, je dirais, à l'action, à la transformation des établissements et des formations. Oui, parce que les gens continuent à les regarder. Voilà. Mais les classements, sur ce sujet-là, c'est aussi une inquiétude pour nous, parce que si ils ont besoin de critères chiffrés, si le critère c'est combien est-ce que vous faites d'heures d'eux, c'est pas ça notre problématique du moment, quoi. Donc c'est un sujet épineux, la question des C'est pas ça classements. qui va rendre les gens plus au courant. Tu mentionnais tout à l'heure, Laurent, le fait que la formation donc en école, ça permet déjà de se sensibiliser, d'acquérir certaines compétences, mais ensuite on peut toujours continuer en entreprise. Est-ce que là-dessus, les écoles peuvent aussi apporter un soutien à cette formation une fois qu'on est en entreprise et pas juste aux jeunes? Alors oui, si on table que sur les jeunes, on va accélérer qu'un tout petit peu, hein, donc il faut embarquer l'ensemble des salariés. On a vu par le passé quelques courants d'entreprises, surtout des grosses, hein, se dire tiens, je vais monter mon académie d'entreprise pour former plus vite mes salariés. C'est parfois compliqué. Il y a des entreprises qui ont fait un retour en arrière parce que la formation, c'est un vrai métier à part. C'est un peu compliqué. Qui veulent aussi essayer de mélanger des jeunes qui arrivent et puis des salariés qui sont déjà en présence pour former sur des enjeux tels que ceux que Vinciane a présentés. Nous, ce qu'on dit, c'est que la formation, c'est notre métier. On fait de la formation initiale, on fait de la recherche, mais la formation tout au long de la vie, la formation continue, ça fait partie de nos missions, qu'on soit des établissements publics ou non publics. Et donc, du coup, on invite les entreprises à venir nous voir pour parler de leurs problématiques de formation tout au long de la vie de leurs salariés et qu'on voit ensemble comment est-ce qu'on peut articuler ça avec la formation des jeunes qui rentrent et aussi pour donner de l'envie et donner de la valeur aussi à cette formation, mettre nous les marques de nos écoles qui sont parfois des marques connues, reconnues et qui peuvent accélérer le processus de formation interne des entreprises. Je vois déjà je voulais simplement abonder dans le sens où, en effet, il ne s'agit pas simplement de se dire, mais en fait, si on forme les jeunes, si on fait évoluer doucement les formations initiales, c'est bon, on va avoir des personnes formées dans les entreprises ou dans les administrations et ça va être bon. Et en effet, nous, au Shift, on aimerait commencer à travailler sur la formation continue. On a travaillé principalement pour le moment sur la formation initiale, mais on a bien aussi dans notre viseur l'importance de ce sujet-là. Et sur lequel on travaille déjà en fait côté administration publique avec la formation des agents de l'État, etc. Donc il y a tout cet enjeu en effet de former les personnes qui sont déjà en poste et déjà en poste de responsabilité, parce qu'on entend encore une fois trop souvent les jeunes on compte sur vous, mais en fait les jeunes, les pauvres, ils vont pas changer les stratégies tout le CAC 40 la semaine prochaine. Et donc voilà, ce sujet de la formation continue, il est vraiment clé en effet. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas trop parlé de quels sont les freins à date pour développer plus cette formation et pour embarquer tout le monde sur ces sujets? Est-ce que l'un de vous deux peut commencer? Aujourd'hui, moi, je vois un frein important. On a un gros manque d'enseignants. C'est compliqué. Et surtout des enseignants qui arrivent chez nous, dans nos écoles, avec une expérience professionnelle. Alors, ça vient aussi du fait que on a eu une très forte académisation de tous les établissements d'enseignement supérieur, qui est liée aussi à une volonté globalement de l'État de faire rayonner l'enseignement supérieur français à l'international. Donc on a beaucoup poussé l'aspect enseignant-chercheur et avec réussite. Hein, on a vu dans les classements mondiaux, le classement de Shanghai, on a vu des universités ressortir via la recherche. C'est extrêmement bien. Mais on est un peu à la traîne sur avoir une population de formateurs dans nos écoles, qui soient des gens qui arrivent avec un bagage professionnel, avec une expérience professionnelle, et qui seront les plus à même justement de transformer les nouvelles contraintes en cas pratique, en cas d'étude, pour accélérer la formation. Et on a vraiment besoin de ça, et je pense que ça peut être aussi un élément de collaboration entre des entreprises et des systèmes de formation, d'imaginer des deuxièmes parties de carrière pour des collaborateurs qui veulent changer un petit peu d'air. Et voilà, la formation, c'est un autre milieu. Il y a des jeunes, tous les ans, ils changent. C'est hyper motivant. Je pense qu'on devrait travailler ensemble à ce sujet-là. D'autres freins, Vincent, ou pas? Oui, il y a aussi tout un tas de freins internes. En fait, il y a quand même un enjeu de transformation assez profonde pour les établissements du supérieur. C'est pas des transformations négligeables, c'est pas un petit coup de peinture. En fait, pour faire ces transformations, on a besoin de donner du temps aussi aux enseignants-chercheurs, aux enseignants éventuellement vacataires aussi, leur donner les moyens de se former, donc leur donner accès à des formations, voire
créer des formations obligatoires sur ces sujets-là pour des enseignants qui, en fait, dont c'est pas le cœur de métier. Donc il y a cet enjeu de donner des conditions, de faire exister les conditions d'émergence de ces transformations. Donc sur la formation, sur le temps à donner pour faire évoluer les cours, sur la valorisation de l'enseignement aussi versus la recherche qui est pour le moment, en tout cas dans les carrières d'enseignants-chercheurs, ce qui est valorisé en fait dans l'avancement de carrière. Et donc les enseignants qui passent du temps à faire évoluer leurs cours, voilà, ça c'est quelque chose qui est très peu valorisé. Voilà, donc il y a tout ce cadre-là qui est essentiel. Donc il y a un enjeu d'en fait mettre les moyens financiers, de temps pour faire exister ces transformations-là. Alors du coup, si on veut finir quand même sur une note où on y croit, qu'est-ce que vous diriez, que ce soit côté entreprise, parce qu'on a essentiellement des entrepreneurs ici, mais aussi côté des jeunes qui cherchent une formation sur le sujet, voilà, pour s'assurer s'ils cherchent des compétences, et de l'autre côté, s'ils cherchent la formation qui va avec. Tu veux y aller non moi, ce que je dirais, c'est que voilà, on est des Français, donc on a toujours l'habitude de critiquer les autres. Donc on dit, alors, les écoles font pas assez, oui, mais c'est de la faute des entreprises qui font pas assez, et les jeunes veulent pas. Bon, maintenant, le mur, il est devant nous. Tiens, c'est le cas de le dire. Hein, donc ça vient très vite. Il est plus temps de se critiquer. Il faut faire. Voilà, il faut passer à l'action. Donc il faut se lancer. C'est compliqué pour tout le monde et on a vraiment intérêt à faire ensemble. Donc j'appelle vraiment les entreprises et les entrepreneurs qui sont là à venir collaborer avec les écoles pour faire au plus vite avec les jeunes qui sont là et avec leurs envies. Et je suis confiant. J'aime beaucoup. Vinciane. Et de mon côté, je dirais aux entreprises de vraiment prendre au sérieux cette question de la recherche de compétences et de la formation, que ce soit en interne, que ce soit des jeunes. Enfin, voilà, de vraiment prendre en considération le fait que s'il n'y a pas des personnes formées et bien formées, en fait, ça pourrait être un frein à la transition et aux transformations qui sont attendues, qui sont espérées. Et puis, du côté des jeunes, il y a plein de moyens de s'engager auprès de son employeur, auprès de son ancien établissement. Il y a plein de choses à faire. Il n'est pas temps, je crois, d'entrer dans les détails, mais en tout cas, on propose qu'on fasse nos rapports beaucoup de pistes. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles il peut être très enthousiasmant aussi de s'engager. Bon, ça fait plaisir. Donc je vois qu'il y a encore quelques freins, mais que ça progresse, qu'a priori il y a de quoi trouver des belles formations. Peut-être moi je rappelle que côté PPI France, avec l'ADEME d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, il y a eu cette création d'un VTE vert, donc c'est des jeunes qui veulent postuler pour aider à la transition d'une entreprise, PME, ETI, puis une PME, ETI qui cherche quelqu'un pour y passer du temps. Du coup, on fait la mise en relation avec une petite subvention, bien sûr, pour que ça aide un peu tout le monde. Un super système. Genre. Et du coup, effectivement, plus on progresse, il y a aussi un projet qui s'est fait là entre les écoles et puis des étudiants qui cherchaient à faire un projet scientifique, puisqu'ils en ont à faire en école, et qui le font avec des entreprises qui cherchent à faire leur transition. Donc il y a quand même pas mal de possibilités, il faut se lancer, et on espéra que ça avancera d'autant plus vite. Merci encore pour votre participation, merci à tous. Merci. Merci à vous. À bientôt.